C'est toi qui démarre. Bienvenue Yannick ici à Strasbourg, la capitale européenne et la capitale ici en Alsace. J'ai le plaisir de t'accueillir de chez moi directement avec plein d'amis ici présents qui sont impatients de te poser des questions. Je me présente, Abdelkarim Ramdan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis candidat aux législatives sur la première circonscription de Strasbourg et c'est avec joie et plaisir que j'aurai le plaisir d'occuper le terrain avec nos idées et défendre ta candidature aussi près des Strasbourgeois et pour faire en sorte que l'écologie politique ici à Strasbourg gagne encore plus du terrain. Merci beaucoup, merci de ton accueil, merci de votre accueil. Vous ne voyez pas, mais il y a vraiment beaucoup de monde dans l'appartement. Donc Strasbourg met la barre très haut sur l'accueil du candidat à la présidentielle après une journée longue, pas mal dans le froid, parce qu'on était pas mal à l'extérieur. Et donc là, on va avoir l'occasion de bien manger, de boire un thé chaud, ce qui fait toujours plaisir. Mais on doit aussi parler politique. On finit la session à Strasbourg. Malheureusement, le nouveau président du Parlement européen est M. Tajani, qui a été longtemps le porte-parole du parti de Berlusconi. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Il a été élu avec le soutien des libéraux démocrates et de la droite dure. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à construire une majorité progressiste, alternative, largement parce que les socialistes n'ont pas voulu faire alliance autour du rejet du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc ça en dit long aussi sur la difficulté des socialistes à engager les ruptures qui sont pourtant nécessaires si on veut faire de l'Europe de nouveau un espace politique qui protège les Européens plutôt que sert les intérêts de quelques firmes multinationales. Mais aujourd'hui, le thème de la visite, qui était en fait la première vraie visite de terrain de la campagne présidentielle, ça a été autour du nucléaire et de l'alternative, la transition énergétique. On a été sur le site de Fessenheim. Ça piquait un peu la température, mais pour voir aussi toujours à quel point ce site en lui-même représente un danger énorme pour les habitants de Strasbourg et pour tous ceux qui habitent en France et en Allemagne et en Suisse autour de Fessenheim, puisque, vous le savez, c'est pas simplement la plus vieille centrale nucléaire, c'est aussi une centrale nucléaire qui est située à 9,5 mètres en dessous du niveau du canal d'Alsace. C'est-à-dire que, et y compris sur une faille sismique, c'est-à-dire que s'il y avait un séisme potentiel autour de 7 sur l'échelle de Richter qui casse la digue, et ben la centrale serait inondée et que ce serait évidemment une catastrophe nucléaire majeure. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas passé l'après-midi à dénoncer simplement le risque nucléaire, les promesses non tenues de François Hollande ou l'insécurité autour de ça. On a surtout aussi voulu, en se rendant à Ungersheim, avec le maire, Jean-Claude Mensch, parler de l'alternative au nucléaire. On a d'un côté l'opacité, un risque majeur, la centralisation, les vieilles énergies, toute la collusion des différents gouvernements avec l'industrie nucléaire. Et puis de l'autre côté, on a le triangle magique des écologistes, à la fois la protection de l'environnement, la création d'emplois et la démocratie. Parce que à Ungersheim, le maire, depuis des années, a engagé la conversion de sa commune, qui fait un peu moins de 2100 habitants, à la fois sur l'agriculture et l'alimentation, en faisant de l'agriculture biologique avec beaucoup de réinsertion. Ça permet d'alimenter l'ensemble des cantines et même des cantines de villages aux alentours. C'est aussi la transition énergétique.
la construction de bâtiments passifs, voire à énergie positive. C'est l'installation d'une centrale photovoltaïque et même d'une éolienne à laquelle ont contribué y compris les enfants. Et sur cette commune, le maire a réussi à créer une centaine d'emplois. Je l'ai dit, dans l'énergie, dans la mobilité, dans l'insertion, dans les services, dans l'agriculture et l'alimentation. Et ce qui est passionnant, c'est que tout ça s'est fait avec le concours des habitants et que on est vraiment, je le disais, dans ce triangle magique, à la fois évidemment à travers la transition énergétique, la transition agricole vers le bio, c'est la protection de l'environnement, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la lutte contre le risque nucléaire, c'est la lutte contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides qui polluent l'environnement, qui polluent notre corps. Mais c'est aussi la création d'emplois, la création d'activités économiques sur nos territoires, et c'est ça le cœur du projet écologiste que nous défendons. C'est la relocalisation de l'économie, c'est des emplois durables sur nos territoires, et donc des services publics, et donc de la culture, et donc le troisième pilier qui est la démocratie. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui se réemparent de leur vie, qui se réemparent de sujets absolument essentiels et qui deviennent de nouveau des acteurs de la cité. Et le projet qui s'appelle La France vive, le projet pour la présidentielle, la France vive, c'est-à-dire la France qui protège la vie, la France qui protège le vivant, la France des forces vives, c'est ça, c'est cette idée que nous sommes en capacité, à travers la transition énergétique et tout le reste, de créer des centaines de milliers d'emplois, mais de centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires. C'est une France de l'innovation, parce que à travers ces transitions, ce sont les innovations technologiques évidemment, et on en a besoin, mais les innovations sociales, les innovations financières, les innovations démocratiques. Et puis, c'est la France qui partage le pouvoir, qui redonne le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Il y a plein d'éléments dans le projet pour redonner le pouvoir aux citoyens, mais à chaque fois que les citoyens se réemparent d'un sujet essentiel de leur vie quotidienne, de l'avenir, eh ben c'est des Françaises et des Français qui reconstruisent un projet partagé pour la France, un projet qui nous évite le scénario noir, dérèglement climatique, épuisement des ressources, extinction des espèces, explosion des maladies liées aux pollutions, mais surtout une France qui donne un avenir à notre futur, ou un futur à notre avenir, et qui le donne de façon enthousiaste, en faisant du collectif et en nous faisant du bien. Voilà, c'est ça le projet de la France vive, et c'est ça que nous avons fait aujourd'hui, montrer que le nucléaire et la transition énergétique autour des énergies renouvelables, ce sont les deux faces d'une pièce qu'on bascule, qu'on est en capacité de basculer. Trop souvent, on voit que notre pays est au bord de la rupture, économique, sociale, démocratique, évidemment environnementale, mais qu'en même temps, si on retourne la pièce, on est au bord du basculement vers ce qui nous fait du bien, du basculement autour de toutes ces initiatives dans les entreprises, dans les quartiers, en ville et à la campagne, qui construisent aujourd'hui le monde de demain, et qu'il suffirait que toutes ces initiatives qui aujourd'hui sont en marge des politiques publiques deviennent le cœur des politiques publiques pour que notre pays aille bien. Et c'est ça le sujet de la campagne des écologistes, à Strasbourg et ailleurs, qu'on rentre dans une société qui aille bien, qui se fasse du bien, qui prenne soin des femmes, des hommes, de notre santé, de celle de nos enfants. Voilà le sujet de cette campagne, et encore merci de ton accueil. C'est un plaisir de pouvoir te recevoir ici. On a discuté tout à l'heure, déjà avant ta venue, et on a un peu échangé sur la question. Alors je sais qu'il y a des personnes qui voulaient te poser des questions, mais je sais qu'il y avait James qui voulait poser une question, non? C'était plus James? Non?
C'était pas James. Mince, je me suis trompé. Sinon, Vas-y, Jean. Sinon, je vais en poser une. Alors, il y a une question que je me pose. Bon, le projet de la France Vive, j'adhère totalement. Mais quand j'ai lu le programme, je me suis quand même posé une question. Je me suis demandé, mais est-ce que les Français sont prêts? En clair, en clair, la question qui sous-jacente, comment faire pour obtenir une adhésion de masse, faire en sorte que l'inertie des gens ne l'emporte pas sur notre projet finalement. Bonne question, parce que c'est vrai que on s'interroge toujours quand on est écologiste, quand on voit dans tous les médias, dans les discussions au bistrot ou en famille, tout le monde est préoccupé par l'environnement. La santé, l'alimentation, le climat, les pollutions, tout le monde en parle. Mais finalement, on se dit toujours, mais pourquoi, avec une telle inquiétude, de telles préoccupations, le vote écologiste n'est pas plus évident pour les électrices et les électeurs. À la fois, je crois que il faut que nous-mêmes, nous ayons un discours qui soit bienveillant vis-à-vis des Françaises et des Français, pour leur dire on va vous convaincre, on va porter des solutions. Il y a des problèmes, il y a des solutions. On n'est pas là pour vous angoisser un peu plus. Alors vous êtes déjà globalement angoissé, hein, quand on voit les infos le matin, le midi et le soir. Franchement, la banalité du mal nous percute en permanence. Donc il faut qu'on arrive à rassurer sur nos propositions. Et un des éléments, je crois, un des verrous qu'on doit absolument débloquer, c'est la question sociale. On parlait de Fessenheim. Évidemment, des salariés de Fessenheim qui travaillent dans le nucléaire, l'idée de fermer la centrale peut légitimement les inquiéter. Ça fait 5 ans et que la promesse de François Hollande a été faite sur la fermeture des Fessenheim, et ça fait beaucoup plus longtemps que les écologistes proposent des activités économiques alternatives. Qu'on dit, mais il n'y a pas, c'est pas Fessenheim ou rien. Ça peut être Fessenheim ou des projets d'énergie renouvelable. On discutait sur place avec nos collègues européens, allemands et luxembourgeois. Il y avait potentiellement un projet photovoltaïque franco-allemand qui est prêt à s'installer et donc de produire des éléments de l'industrie du photovoltaïque. Et ce qu'il y a dans le programme qui, à mon avis, peut permettre, si on l'explique bien, de montrer notre détermination, c'est l'idée de contrats territoriaux de transition écologique. C'est à l'échelle des régions qui ont aujourd'hui beaucoup de compétences, que ce soit en matière de formation, en matière industrielle, en matière énergétique aussi de plus en plus. L'idée qu'on passe des contrats entre les entreprises, les salariés, les collectivités et l'État évidemment, et puis les organisations de la société civile pour dire sur 10 ans, comment on fait évoluer notre économie, nos services, nos entreprises pour qu'elles s'inscrivent dans l'économie du XXIe siècle et non pas dans le vieux monde. Et donc on construit les transitions économiques et sur 10 ans, on accompagne tous les salariés. L'idée, c'est pas un salarié au bord de la route. Notre transition écologique, elle peut créer, nous on l'a évalué sur 5 ans à 500 000 emplois, mais il y a une étude qui est sortie par des ONG, des syndicats, un certain nombre d'experts qui dit autour du climat, on peut créer 1 million d'emplois dans les années qui viennent. Et donc, il y aura des emplois autour de la transition écologique. Mais il faut rassurer qu'on va accompagner tous les salariés en termes de formation, en termes de conversion professionnelle, pour s'assurer qu'ils soient aussi les gagnants de cette transition. Donc il faut débloquer, parce que tout le monde a envie d'une planète verte et bleue. Tout le monde en a envie. Mais beaucoup sont inquiets au regard des transformations engagées, que ce soit un coût, que ce soit une contrainte, que ce soit punitif. Eh bien, il faut les rassurer là-dessus. On a une deuxième question et c'était Edith qui est aussi ma collègue élue au conseil municipal de Strasbourg.
Ma question va être simple, hein, c'est par rapport au nucléaire. Donc sortir du nucléaire, on est nombreux ici à être convaincus que c'est possible. Mais concrètement, comment on va sortir du nucléaire en 30 ans? Comment c'est possible? Quel est le programme? Que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des emplois aussi, parce qu'il y a aussi une crainte par rapport aux emplois. Donc voilà, concrètement, comment on va sortir du nucléaire en 30 ans? On va en sortir plus rapidement que ça. L'objectif des écologistes, y compris tous les scénarios qui nous servent de support à notre stratégie, c'est 20 ans. On a construit l'essentiel du parc nucléaire sur une durée moins longue que 20 ans. Donc on a la capacité de le faire. C'est une loi de sortie du nucléaire, mais comme en Allemagne, la loi de sortie du nucléaire, c'est en même temps une loi de développement des énergies renouvelables et de facilitation de l'accès aux finances de toutes les collectivités et de toutes les coopératives. L'Allemagne, en 12 ans, a créé 400 000 emplois dans les énergies renouvelables. La France est le pays à l'échelle de l'Europe qui a le deuxième potentiel en matière d'énergie renouvelable. On peut tout faire dans notre pays. On peut faire du vent, de l'éolien, on peut faire du solaire, thermique ou photovoltaïque, on peut faire de la géothermie, on fait de la biomasse, du bois énergie notamment, on fait de l'hydraulique, qui est quand même encore aujourd'hui notre principale source d'énergie renouvelable, et on a tout le littoral pour faire des énergies marines. Donc on a un potentiel extraordinaire en matière d'énergie renouvelable. Et la bonne nouvelle, même si c'est un peu cynique pour la France, c'est que ce sont les autres pays qui ont payé le coût de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le photovoltaïque, il est moins cher que le nucléaire. L'éolien, il est moins cher que le nucléaire. Les Allemands, les Danois, les Espagnols ont pendant un moment développé des énergies renouvelables qui, parce qu'elles n'étaient pas autant à l'échelle des territoires, et coûtaient plus cher. Mais en 7 ans, le prix du photovoltaïque a été divisé par 5. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il va encore perdre 60%. On a du soleil qui est gratuit et on va avoir une technologie qui est quasiment gratuite aussi, tellement elle s'est développée. Donc on a une capacité de développement extraordinaire. Encore faut-il la volonté politique. Développement des énergies renouvelables et économie d'énergie. Il n'est pas question de remplacer toute la production électrique qu'on a aujourd'hui par des énergies renouvelables. Il faut économiser l'énergie. On peut réduire de 30 à 40% notre consommation d'énergie. Et ça, c'est nos factures, c'est de l'emploi d'artisans, d'ouvriers, d'ingénieurs, d'architectes du bâtiment pour rénover, y compris les plus de 7 millions de passoires énergétiques que nous avons dans notre pays et qui sont habités par près de 3 à 4 millions de pauvres énergétiques. Et ça sera ça la priorité. On a des questions sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on a une à relancer maintenant. Mais on a notamment le cas de Bure, qui n'est pas très loin d'ici, où sont enfouis de nombreux déchets nucléaires. Et donc, la question, c'est quelle sera cette gestion? Enfin, comment gérer des dossiers comme Bure? Qu'est-ce qui peut être fait pour permettre aux gens qui vivent là-bas de ne pas vivre sur une décharge de déchets nucléaires à vie? Alors, Bure, pour les écologistes, c'est clair, on arrête. L'idée de l'enfouissement définitif des déchets est une aberration. Il faut savoir que cette industrie nucléaire a 50 ans. Fessenheim, c'est 40, mais ça a commencé un peu avant, à Brennilis et ailleurs. Donc on est sur une industrie extrêmement récente qui va laisser des déchets pour des centaines de milliers d'années. La responsabilité majeure qu'on a quand on crée un tel héritage, un tel fardeau pour les générations futures, c'est de s'assurer que les déchets qu'il va falloir gérer sont toujours accessibles. Donc la solution des écologistes, ça a toujours été le stockage en subsurface, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas dehors parce que ça, c'est une saloperie, mais on met ça un peu en dessous de la terre, mais en permanence accessible. Parce que si c'est pas accessible, ça veut dire qu'à un moment, ça fuit. Et si ça fuit, notamment à Bure, ça veut dire contaminer les nappes phréatiques pour des centaines d'années, pour des millions de personnes. Ça, c'est totalement irresponsable. Donc, de placer les déchets dans un lieu où on pourra toujours les faire de la maintenance et s'assurer que ça ne détruit pas l'environnement ou notre santé. De toute façon,
Même dans un projet écologiste, il faudra gérer les déchets nucléaires. C'est pas nous qui les avons créés, mais la responsabilité, ce sera de les gérer. En tout cas, on soutient toutes les luttes de nos camarades. On soutient les luttes à Bure et on dénonce, y compris l'incroyable gabegie financière au-delà du scandale sanitaire et environnemental. Bure, c'est quand même 30 à 35 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est une fortune colossale qui est placée dans un scandale sanitaire environnemental. Oui, Yannick, à propos de ton propos que tu évoquais sur le fait d'enterrer les déchets, de les mettre sous le tapis, qui est des déchets relativement dangereux sur de longue durée. Ici, c'est vrai qu'en Alsace, on a exactement le même problème avec Stocamine, Oui. où on a voulu profiter des mines de potasse pour mettre sous le tapis un certain nombre de déchets chimiques. Et aujourd'hui, le grand souci, c'est qu'il faudrait les évacuer, parce qu'il y a pas mal de difficultés. Et ça rejoint totalement ton propos. On connaît déjà ce risque, on l'a vécu, et aujourd'hui, on n'arrive pas à évacuer avec les risques environnementaux que cela représente pour tout le sud de l'Alsace. Absolument, je peux que soutenir ce que tu dis. Pendant longtemps, toute une partie de l'industrie la plus sale considérait qu'on pouvait mettre les déchets à la mer. J'ai dirigé une organisation qui s'appelle Greenpeace en France, qui pendant des années en mer a dénoncé le scandale du fait de balancer tout ce qui était déchets chimiques, radioactifs dans l'eau, en considérant que la mer pouvait être une poubelle à vie. Donc on a réussi à réduire ce qui était balancé dans la flotte, mais du coup, les mêmes irresponsables considèrent qu'ils peuvent les balancer dans des milieux souterrains sans s'en occuper sérieusement. Et ça, c'est vraiment, c'est d'un cynisme criminel en fait, parce que tout ce qu'on pollue, après on ne peut plus l'enlever. On avait encore des questions? Oui, finalement j'en ai trouvé une. Ouais. James. T'es pas obligé de te forcer, hein. Non, si, j'en en a ai eu. depuis le début de la campagne. Faire le lien en plus avec ce que vous avez dit avant sur l'efficacité énergétique, la nécessité de rénover les bâtiments. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui avec la rénovation des bâtiments, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de demandes et que les 750 000 par an, je crois que c'est l'objectif qui est fixé, en fait on n'a pas les personnes qui ont envie de faire rénover 750 000 maisons par an. Donc, est-ce que vous, d'un point de vue stratégique, vous êtes plus sur, on donne encore davantage de subventions en espérant qu'il y ait un seuil qui permette de faire augmenter vraiment le nombre de rénovations qu'on va pouvoir faire par an, ou est-ce qu'on serait plus sur une stratégie plutôt coercitive où on va rendre obligatoire auprès des services publics ou auprès des propriétaires? Je fais aussi un point sur la question de la précarité énergétique. Une grosse partie des personnes en situation de précarité énergétique sont des locataires. Ouais. Et ce n'est pas les personnes qui ont la possibilité de réaliser des travaux. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas passer aussi par quelque chose de rendre obligatoire auprès des propriétaires Alors il y a toujours eu l'idée qu'à partir du moment où il y avait cession de bail, on pourrait rendre obligatoire la rénovation. Le problème, c'est que effectivement que pour une bonne partie du parc privé, qui sont des passoires énergétiques, il y a soit des vraies difficultés financières à rénover, il y a une partie des personnes qui sont en grande précarité énergétique, y compris qui potentiellement sont propriétaires de leur maison ou de leur logement et qui parfois ont peur que leur logement soit déclaré insalubre, parce que la précarité énergétique, ça devient aussi un énorme problème de santé, pas simplement lié à la chaleur. C'est qu'il y a les moisissures, il y a toute une partie de saloperie qui se développe et qui crée des maladies pour les enfants comme pour l'ensemble des habitants des logements. Donc il y a cette peur de se retrouver au fond, quasiment à perdre leur logement. Donc il faut trouver le service public de l'efficacité énergétique qui rassure. Alors ça veut dire, pas forcément dans le cas que tu mentionnes, quelque chose de coercitif, mais la vraie prise en charge et l'accompagnement dans les travaux. C'est ça un service public de l'efficacité énergétique. C'est que les personnes soient accompagnées sur la constitution du dossier, que le financement soit assuré par un tiers financeur, y compris avec de l'argent public, parce que ça, à un moment donné, c'est rentable sur le long terme, mais c'est pas forcément rentable quand on a peu de moyens et qu'on est tout seul. Donc il faut qu'il y ait ce tiers financement, et avec cette idée qui est quand même, me semble-t-il, la bonne idée,
c'est que les personnes remboursent les travaux avec les économies qu'elles font. Si, quand on économise X centaines d'euros par an de chauffage et d'électricité, eh ben, les premières années, on ne récupère pas cet argent-là, mais la réalité des économies sert à rembourser une partie des travaux. D'accord, c'est la stratégie d'Aurémy mise en place Exactement, par l'ENEGA, ouais. exactement. Et c'est, j'ai aussi, puisqu'on est aussi dans la capitale de l'Europe, enfin une des capitales européennes. Strasbourg. On va pas faire le débat sur le siège du Parlement européen à Strasbourg. Pas ici, je sais. En même temps, il y aurait une énorme université des savoirs écologiques, bon, avec des gens en permanence qui ne soient pas simplement dans les grands restaurants et dans les hôtels, qui créent une vraie dynamique sociétale, culturelle, économique. Bon, voilà, on aura le débat un autre jour. Mais ce qu'il y a dans le projet que nous portons, c'est un plan d'investissement de 600 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. Alors tout le monde dit 600 milliards, c'est énorme. Chaque mois, la Banque Centrale Européenne sort 60 à 70 milliards d'euros. Mais elle rachète de la dette publique aux banques qui n'investissent pas dans l'économie réelle. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'argent qui est aujourd'hui produit à l'échelle européenne aille vers ce dont on a besoin. Donc la transition énergétique, c'est l'efficacité et les énergies renouvelables, mais aussi le numérique. On ne va pas être définitivement une colonie américaine avant d'être une colonie chinoise en matière de numérique. Les transports du quotidien, absolument essentiels, y compris quand on voit toutes les pollutions de l'air, il faut investir massivement dans les transports du quotidien. Et puis, la santé. On a quand même un énorme sujet en Europe sur la santé. À la fois, on a une population qui vieillit, avec des nouveaux besoins, y compris, tant qu'on n'aura pas fait de la prévention, toutes les maladies liées à l'environnement. Mais on a aussi un personnel médical qui vieillit et qui, aujourd'hui, ne permet plus d'avoir un service public de la santé partout en Europe. Alors, autre question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses des installations renouvelables dans les quartiers et par quartier? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut explorer? C'est une très bonne question des réseaux sociaux, puisque c'est dans mon programme. L'idée, je ne sais pas qui a réfléchi à cette question, c'est très très bien organisé. L'idée dans le programme, c'est de s'assurer que effectivement la transition énergétique que nous portons soit aussi de la réappropriation citoyenne. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire de l'énergie, je vais faire très très court. L'histoire du charbon, ça a été très longtemps des énergies nationales, de souveraineté nationale, qui ont permis la révolution industrielle, mais à un coût dramatique pour l'environnement et la santé. Mais surtout, il faut se souvenir aussi que le charbon a été l'énergie sociale. C'est autour des mines que se sont construits les syndicats en Europe. Et donc ça a été une vraie énergie de la construction politique, notamment du mouvement social et potentiellement aussi de sa fin. Le syndicalisme en Grande-Bretagne est mort dans les grèves, les dernières grèves des mines sous Thatcher. Et donc ça a été... le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures, c'est l'énergie de l'opacité, des multinationales et c'est aussi une énergie du dérèglement climatique. Le nucléaire, c'est l'énergie, au fond, d'une approche nationale étatiste, de corps d'État. Là aussi, c'est l'opacité et c'est le risque nucléaire absolu. Les énergies renouvelables, ce qui est passionnant, c'est que c'est l'énergie citoyenne. C'est l'énergie dont tout le monde va pouvoir s'emparer. Et l'énergie qu'on construit collectivement. Et dans mon programme, justement, pour faciliter ça, y compris dans l'imaginaire que chacun et chacune doit avoir, c'est qu'il y ait un projet d'énergie renouvelable dans chaque quartier et dans chaque village. Mais que ce soit de l'appropriation collective, et y compris mis en place par des acteurs coopératifs, d'accord, en soutien aux citoyens. Et quand on aura ça, alors il y a un peu de déstabilisation parce qu'en fait il y a des gens qui rampent sous la caméra. J'en profite alors. Donc il y a des femmes, il y a des hommes qui rampent. Alors ils ne se rampent pas les uns derrière les autres, mais il y a un phénomène assez fort qui se passe ici, dans cet appartement où il y a beaucoup de monde. J'en profite que tu fasses la remarque parce que c'est
Ils sont habillés, hein, ils sont totalement corrects, tout le monde est habillé. C'est ma suppléante Annie Zorn qui vient d'arriver. Elle est médecin généraliste ici à Strasbourg et notamment sur la circonscription sur laquelle on se présente. Et elle vient de finir ses consultations. Et avec l'actualité et notamment cette épidémie de grippe, elle chôme pas. C'est clair. Et de pollution surajoutée, pollution de l'air surajoutée, ça fait beaucoup de pathologies et de mal-être, de mauvaise qualité de vie. Bon, j'ai pas pu assister au début des questions, donc je sais pas ce qui a été posé. On est contre la pollution de l'air. On est plutôt contre la grippe. En général, même si là, le caractère de pollution environnementale liée à la grippe est moins voilà, ça a toujours existé. Moins inéluctable que, il est plus inéluctable le caractère de la grippe finalement que la pollution de l'air. On peut faire beaucoup de choses contre la pollution de l'air que contre ces petits virus. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est bien notre idée. À faire, et que je pense que à Strasbourg et dans toute l'Europe, je sais pas, je pense que vous avez des idées européennes aussi par rapport à ça, à la qualité de l'air. Voilà, il y a tout. Enfin bon, moi j'ai pas assisté donc encore une fois au début des questions. Mais tout le travail qu'on fait sur réduire la pollution des transports, dans l'automobile et évidemment dans les transports collectifs, tout le combat qu'on fait contre le diesel. J'ai encore cette semaine sorti un scandale qui était dans les dossiers de la Commission européenne, l'Audi A3 comme la Citroën C4 Cactus. Polluent très largement et ils polluent très largement en dehors des tests. Quand ils font les tests très normés en laboratoire, tout va bien. Dès qu'on bouge un peu les tests, d'un seul coup on s'aperçoit que ça pollue beaucoup plus. Donc soupçon de présence de logiciels frauduleux. Mais alors quand on est en conditions réelles, c'est parfois 20 fois ce qu'ils indiquent. Et le pire, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est que c'est quand il fait très chaud ou très froid que les systèmes de dépollution s'arrêtent. C'est quand on est en régime anticyclonique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a des pics de pollution, leur système de dépollution s'arrête et délibérément, ils choisissent de nous en mettre plein les poumons. Et ça, moi, je considère que c'est criminel de la part des ingénieurs et de la direction qui ont validé ça. Ils font ça le plus souvent, malheureusement, avec la complaisance des États. Et que ça met en danger toute notre industrie. Quand on critique Citroën là-dessus, c'est pas pour emmerder les ouvriers ou les salariés de chez Citroën. Parce que eux sont pas dans ces manipulations-là. C'est pour dire, la France, si elle veut avoir une industrie automobile forte, c'est une automobile peu polluante, évidemment pas le diesel, c'est une voiture intelligente et c'est une voiture qu'on partage. Et des transports collectifs aussi qui soient non polluants. Et les transports collectifs. Gratuits quand on est dans les grandes villes, aussi polluées que les nôtres. Parfait. Absolument. En tout cas, merci. Et on veut un vrai service public de la médecine, puisque tu es dans ce secteur-là. Les médecins ne font pas que vieillir, mais tous les personnels soignants souffrent énormément. Oui, mais c'est pas une spécificité des médecins. C'est pas une spécificité des médecins. Moi-même, tous les jours, bon. Mais le système de santé publique en France va à la dérive, quoi. Le système va à la dérive. Je sais. On a ça aussi, effectivement, dans le programme, y compris pour s'assurer qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. On voit dans certaines régions et dans certains départements, il reste un spécialiste de ça, et ils sont plutôt sur le départ à la retraite.